Bonsoir. Donc nous allons parler de cette question des musiques potentiellement d'art et essai. Et ce que nous nous sommes dit avec les intervenants et intervenantes ici, c'est qu'on aimait beaucoup le sous-titre de la question, et qui est dans le programme que vous avez sous les yeux. Donc je vais vous rappeler le sous-titre de cette question, qui est donc musique d'art et d'essai, quelle symétrie et jusqu'où s'inspirer du modèle du secteur du cinéma pour renouveler le regard sur la politique publique de la musique. Donc, nous sommes réunis aujourd'hui, je vous dis juste un mot sur les personnes réunies là, sur les fauteuils. Donc, juste à côté de moi, Guillaume Bachy, qui est président de l'Association française des cinémas d'art et d'essai. Je vous laisserai développer plus tard. Catherine Rossi-Bateau, qui est directrice du Luxe, la scène nationale de Valence, qui est donc une de ces scènes nationales qui œuvre beaucoup pour le cinéma, puisque en fait c'est un pan du travail des scènes nationales qu'on connaît peut-être un peu moins, qui est pour une bonne moitié d'entre elles de s'intéresser et de travailler, d'œuvrer vraiment à la diffusion des œuvres cinématographiques, soit grâce à une salle qui est dédiée dans la scène nationale, soit à travers des rendez-vous spécifiques sous forme de festivals ou de saisons itinérantes. Donc peut-être Catherine, tu nous en diras aussi un mot tout à l'heure. À côté, Nicolas Candoni, qui est chef du bureau de la musique de la ville de Paris, donc une collectivité dont on appréciera au fil de la conversation aussi la spécificité. C'est quand même une collectivité, donc, quand on a fait les échanges préparatoires, pour laquelle on s'est dit qu'il y avait quand même beaucoup d'espaces très spécifiques, vu la taille de la ville et les équipements dont elle bénéficie. Et Margot Blanchard, qui est co-directrice artistique de l'ensemble Les Ombres, un ensemble que je vais annoncer de musique baroque, mais cette terminologie, on le verra un peu plus tard, vous questionne et ça fait partie des sujets qu'on va développer également. Donc, tous ensemble, tous et toutes ensemble, nous allons réfléchir communément. C'est quand même ça l'axe principal que l'on s'est donné. Au cours de quelques échanges préparatoires, on s'est dit que ce qui était intéressant, c'était vraiment de passer du temps à réfléchir ensemble et avec vous à cette question, puisqu'on a commencé nos différentes conversations en ayant des intuitions qui se rejoignaient sur le fait que oui, la musique avait des points de similarité très forts avec le cinéma et que potentiellement il y avait des choses inspirantes dans le cinéma. Et au fur et à mesure de nos conversations, en creusant, on a soulevé un nombre de questions assez incalculable. Et c'est ces questions qu'on va partager avec vous et qu'on va essayer de poursuivre, dont on va essayer de continuer à trouver les réponses, si bien que la règle qu'on s'est donnée ensemble, c'était d'être dans une conversation libre, de ne pas hésiter à prendre la parole en dehors des quelques questions que potentiellement je pourrais vous poser, et aussi d'être dans un raisonnement libre, de ne pas hésiter à revenir en arrière si on en sent la nécessité, voire à se contredire. On a aussi le droit de changer d'avis au cours d'une conversation quand on est en train de réfléchir ensemble. Donc voilà, on va essayer comme ça d'avancer ensemble, de cheminer ensemble autour des questions ouvertes par cette thématique. Donc, comme je le disais, on a l'intuition de fortes similarités et dans nos conversations, on s'est aperçu qu'un certain nombre de questions méritaient d'être creusées, puisque les évidences nécessitaient des points d'attention et de vigilance bien plus importants qu'on les imaginait au départ. Donc ce que je vous propose là, dans cette heure et demie qu'on va passer ensemble, c'est évidemment à la fin de garder un temps de questions-réponses, mais sur le début de la conversation, de traverser 3 grandes thématiques dont on s'est dit, dans chacun des rendez-vous téléphoniques, qui étaient individuels, à chaque fois est revenue l'idée que 3 thématiques s'entrecroisaient, mais qu'il était nécessaire de les aborder au fur et à mesure de notre discussion. Donc c'est d'une part les œuvres, d'autre part les lieux, et enfin les publics. Je vous énonce ça de manière très succincte, c'est plus complexe que ça, mais ça vous permet d'être vigilant et de vérifier qu'on a bien abordé les 3 à la fin de notre discussion. Donc peut-être simplement s'interroger sur le parallèle possible entre la musique, le cinéma.
c'est comprendre un petit peu mieux ce qui existe dans le monde du cinéma, puisqu'on en a encore une fois une idée vague. En tout cas, moi, j'en avais une idée assez vague, et j'ai un petit peu plus creusé les choses. Donc, je veux bien, si vous en êtes d'accord, Guillaume, que vous nous expliquiez un petit peu comment ce label Art et Essai est né dans le monde du cinéma. Bonjour à toutes et à tous. Je vais essayer de ne pas être trop technique parce que c'est quand même quelque chose qui remonte à loin et qui, évidemment, comme toutes les décisions de politique culturelle, devient assez vite une usine à gaz. Alors déjà, c'est pas un label, c'est un classement. C'est un classement des lieux, c'est un classement des salles. Et c'est un classement des salles qui découle d'une recommandation des œuvres. Et à l'intérieur de cette recommandation des œuvres, là, il y a des labels. Vous voyez, déjà, là, il y a 3-4 pipelines pour construire l'usine à gaz. Tout ça date d'il y a plus de 70 ans. Notre association, l'AFKE, l'Association française des cinémas d'art et d'essai, elle va fêter ses 70 ans à Cannes en 2025. On va faire une grosse fête sur la plage, ça va être formidable. Vous êtes tous invités. Et au-delà de ces 70 ans, on se nourrit aussi de l'histoire du cinéma depuis la naissance du cinéma, 1895, les années 1910, la création du terme de cinéaste, donc la reconnaissance d'un auteur, d'une œuvre, les années 20, la création des ciné-clubs, et l'idée de se dire que déjà le cinéma a une histoire. 1936, c'est la création de la Cinémathèque française. Il faut garder du répertoire. Et comment on travaille sur ce répertoire? On garde les films, on garde les objets, on garde les œuvres vivantes pour pouvoir les replacer. Et puis, juste après la Deuxième Guerre mondiale, 1946, création du CNC, le Centre national du cinéma, qui invente ce qui va faire le socle de ce classement, de cette recommandation et de ces labels, art et essai, c'est une taxe spéciale ajoutée que le CNC ponctionne sur la totalité des places vendues en France. Quand vous achetez une place de cinéma en France, il y a 11% de votre billet qui ne revient ni aux ayants droit, ni aux salles de cinéma, l'exploitant, mais qui va dans la caisse du CNC. Que ça soit sur un film français, mais sur un film américain et sur un film étranger. Sur tous les films de cinéma, 11% sont ponctionnés. Depuis, les télés payantes abondent aussi dans ce compte, les plateformes, les sites de streaming, etc., etc. Donc, ce CNC et le budget du CNC, il se construit avec une taxe spéciale additionnelle qui a été vraiment imaginée en 1946. Elle est importante, cette politique publique d'économie, parce que ça permet d'être dans un cercle vertueux. C'est-à-dire c'est le spectateur qui paye après, dans une chaîne d'ayants droit, qui paye après les aides aux exploitants, aux distributeurs, aux réalisateurs, aux producteurs, aux techniciens, aux musiciens, tous les secteurs de la filière qui sont aidés par le CNC. À l'intérieur de cette recherche du CNC, d'acquérir un trésor de guerre, une économie, face au nombre de films américains qui arrivent après-guerre, il y a une volonté aussi des exploitants de se diversifier. 5 exploitants français, parisiens, se disent, nous, le travail que l'on fait dans nos salles ne correspond pas au travail que d'autres font dans d'autres salles. Il faut qu'on se singularise et il faut que ce travail soit reconnu. Parce que nous avons besoin d'une politique culturelle qui régule le marché. À ce moment-là, beaucoup de films américains arrivent, beaucoup de films français avec des grosses productions. Et quand on est une salle indépendante parisienne et qu'on montre des films plutôt de recherche, plutôt expérimentaux, plutôt de patrimoine de répertoire, eh ben on est un petit peu tout seul. Ils étaient 5 à Paris. Ces 5-là ont monté une association en 1955, l'AFCAE, dont je suis le président aujourd'hui, président bénévole, parce que je suis aussi exploitant de 2 salles de cinéma à Créteil. Cette association, au début de 5 membres, elle grossit, elle s'agrandit, avec l'aide de Malraux, du ministère de la Culture qui se construit, et dès 1962, il y a une décision de classer les salles, c'est-à-dire d'aider les salles financièrement qui font un travail différencié du travail seulement du secteur marchand. Au début, il y en a 5, puis il y en a 50, puis il y en a 250. Au début, il y a moitié de salles parisiennes, moitié de salles en région. Il y a 2 salles en banlieue. Et puis, très très vite,
Ce classement RSA amène, avec la décentralisation de 1980, et vous la connaissez comme nous, puisque les salles de spectacle et les salles de spectacle vivant en ont aussi profité de cette politique culturelle-là. Il y a une augmentation des salles RSA, et aujourd'hui en France, il y a 1300 salles classées RSA sur les 2045 salles françaises. C'est-à-dire qu'il y a 2 salles sur 5 qui sont classées RSA. C'est le plus grand nombre de salles art house au monde. La Confédération internationale des cinémas RSA, dont je suis aussi vice-président, représente 3500 salles, dont 1300 déjà qui sont en France. Donc c'est un mouvement de fond qui a été mené à la fois comme une politique culturelle en opposition au marché, mais aussi comme la volonté de pouvoir aider les salles qui font un travail de cinéma et de projection des films diversifiés, de cinématographie peu diffusée, d'aide pour l'éducation au cinéma et évidemment d'éducation artistique, de temps de rencontres, de débats avec les créateurs. Bon, vous voyez tous les points communs qu'il peut y avoir entre des lieux de spectacle vivant que vous représentez et les lieux de cinéma que je représente ici devant vous. Et nous sommes assez fiers, grâce à ce système, de perdurer, de peser aussi sur le marché. On représente 30 à 35% du marché national, les salles RSA. C'est pas rien, on compte. Donc de pouvoir être représenté aussi auprès des institutions, d'avoir un travail de lobbying politique pour continuer à soutenir les salles et les œuvres. Et je m'arrêterai là pour cette présentation rapide. Super, merci. Est-ce que quelqu'un veut réagir tout de suite? Catherine? Moi, je vais compléter quelques éléments que vient de donner Guillaume. Guillaume a parlé de distinction et de sélectivité. Vous l'avez deviné, je vais rebondir sur le mot de sélectivité, mais je voulais au préalable revenir sur d'où je parle, le point de parole qui est le mien aujourd'hui, qui est celui en effet de directrice d'une scène nationale. Une scène nationale singulière, comme l'a dit Sandrine, puisque j'ai vraiment choisi de travailler sur les dialogues entre les arts visuels et les arts de la scène. Et les arts de la scène concernent la danse et les musiques, et les arts visuels sont pensés de manière très large, de la photographie aux arts numériques, en passant par le cinéma, qui a une grande histoire. Je vais vous donner juste une œuvre emblématique que nous avons coproduit ces dernières années, c'est la Fête sauvage, le ciné-concert d'un film de Frédéric Rossif des années 80, accompagné par les percussions de Strasbourg et un musicien électronique. Pour moi, c'est très emblématique de ce que nous pouvons faire à Lux. Et d'emblée, je vais vous dire que j'ai exactement la même approche pour toutes les disciplines et que donc j'appréhende la musique, ou les musiques plus exactement, de la même manière que j'appréhende le cinéma, et que dans nos missions de scène nationale, il y a du commun dans ce que vient d'évoquer Guillaume, et ce n'est pas pour rien d'ailleurs. Les scènes nationales ont mission d'accompagner les artistes et la création, de proposer une programmation pluridisciplinaire et de mettre en place toutes les passerelles possibles pour élargir les publics. Un peu ce que vient de dire Guillaume. On a les mêmes valeurs, je pense. Je voulais rajouter que je parle aussi au nom de l'association Scène Nationale, qui est très impliquée dans l'organisation de ces journées. J'en salue d'ailleurs Fabienne et Morgane qui sont là. Marthe Lemut, qui a fait une étude sur la musique en scène nationale. Et en effet, nous travaillons beaucoup aussi sur la question du cinéma. C'est vraiment la question de comment est-ce que les disciplines sont mises en valeur dans nos maisons. Et pour la petite histoire, on va revenir aussi à André Malraux, 1959. Il annonce la création des maisons de la culture. Où ça? Au Festival de Cannes. Donc en effet, les disciplines sont très liées. C'est la pluridisciplinarité qui était très fondatrice, je pense, de nos maisons. Mais je reviens à Malraux parce que 1959, en effet, il parle des maisons de la culture et il crée une des aides sélectives du cinéma, qui est un des fondements vraiment du CNC. Au CNC, on a des aides automatiques et des aides sélectives. Et la plus connue, c'est l'avance sur recette, qui est donc une aide qui concerne la création des œuvres. Et l'avance sur recette, elle est là, évidemment, pour promouvoir le renouveau d'un cinéma. On est dans l'après-guerre, il faut renouveler le cinéma. Mais elle est là aussi pour stimuler les premières œuvres. Mais l'avance sur recette, elle est là aussi pour justement défendre des œuvres que le marché ne pourrait pas soutenir.
Donc la complémentarité avec le marché, elle a d'emblée posé en 1959. Ce modèle est toujours vivant. Tous les créateurs cinéastes français d'aujourd'hui ont bénéficié de l'avance sur recette. C'est donc, je pense, en effet, un modèle là aussi très vertueux. Et cette dimension de sélectivité, elle existe dans toutes les filières du cinéma. Le CNC, c'est une très grande institution, une institution très solide qui va de la création au streaming. Moi, aujourd'hui, je préside au CNC la commission vidéo à la demande. Donc, en effet, tous les supports aujourd'hui, tous les médias existent, avec toujours cette dimension d'exigence qualitative, de sélectivité, qui est complémentaire à des aides plus automatiques. Et cette articulation entre, en effet, la création et un marché et une industrie me semble effectivement l'une des symétries essentielles de notre table ronde aujourd'hui. Merci, Catherine. Quelqu'un d'autre veut intervenir à ce stade ou non? Oui, Nicolas. Oui. Bonjour à toutes et tous également. Non, pour dire que je viens ici pour positionner aussi les collectivités locales dans le débat, puisque quand on parle de label, on parle de CNC, on parle d'établissement public national, et évidemment le sujet des collectivités locales est moins évident à la première lecture. Or, il y a d'autres formes de labellisation, autres celles que vous avez évoquées, et on reviendra dessus, mais je pense au SMAC en priorité, qui ont été initiés dans les années 90. Et donc, cette question de label et de ce qui pourrait être inspirant dans ce qui est mis en place sur le vocable art et essai, voilà, je pense que c'est la question aussi d'avoir différents acteurs publics, puisque vous parlez de politique publique. Le sujet, il est de se dire aussi comment il y a une réflexion qui est partagée par les différents acteurs publics, et non pas un des acteurs publics. On aurait pu parler du CNM, qui, au fond, a un certain nombre de similitudes avec aujourd'hui ce que vous avez évoqué. Et je crois que c'est aussi de se dire on se met ensemble, et on se met ensemble entité publique pour cette réflexion-là. Donc, en préambule, je commence par ça. Merci. Donc, vous avez les uns les unes des autres lancé pas mal de sujets sur lesquels nous allons nous raccrocher petit à petit dans cette discussion. Et peut-être pour commencer par les œuvres, parce que tu as évoqué le mot de sélectivité, et c'est vrai que c'est une vraie question. C'est une question parce que ce qu'on se disait juste avant, pendant qu'on attendait avec Nicolas, c'est que c'est ce qu'on disait, nous, être un label, mais qui n'en est pas un, mais qui est raccroché à des œuvres. Or, nous, et donc qui est raccroché justement à des salles. Or, nous, publics, sommes souvent persuadés que c'est raccroché à des œuvres, que ce sont les œuvres elles-mêmes qui sont labellisées et non pas les lieux. Et tout ça nous emmène au fait qu'il y a quand même un processus de sélection des œuvres qui vont être dénommées art et essai. Est-ce que, je ne sais pas, l'un de vous deux en tout cas peut nous expliquer un peu comment marche ce processus de sélection ? Alors oui, je peux expliquer. Il y a un collège de 50 personnes, paritaires, des distributeurs, des exploitants, exploitantes, des cinéastes, des journalistes, des critiques, etc., qui ont la charge de voter sur la totalité des films qui sortent en salle en France. Donc ils doivent voir tous les films qui sortent et décider si le film est art et essai ou pas. Si le film est art et essai, il va compter dans le classement des salles art et essai. Et plus les salles vont montrer des séances de films art et essai, plus ils vont avoir des points. Plus ils ont de points, plus la prime est haute. Les films qui ne sont pas art et essai ne comptent pas dans la prime art et essai. Donc ce collège, il a une vraie responsabilité. Et quand il y a 17, 18 films qui sortent par semaine, il a un travail énorme. Moi, j'en fais partie. Je suis une de ces 150 voix. Et je sais que je n'arrive pas à voir tous les films. Et l'AFCAE, en plus, a été nommé par le CNC pour organiser ce collège de recommandation. Alors la première chose que nous demandent les commissaires, ils nous disent comment on reconnaît un film art et essai. Si je me réfère au code du cinéma et aux critères de recommandation de ce code du cinéma qui date de 1961, qui ont été revus en 2002, enfin c'est pas terrible, hein. C'est un film qui n'a pas eu l'audience qu'il méritait. Ok, super. Un film qui reflète le pays dont la production cinématographique est assez peu diffusée en France. Ok, c'était vrai peut-être dans les années 60 pour le Japon, mais aujourd'hui, non. Une œuvre présentant un intérêt artistique ou historique.
Waouh. Bon, en gros, il y en a 10 comme ça, mais ces 10, on ne peut pas s'appuyer dessus, quoi. On ne peut pas s'appuyer dessus. Donc, je suis très conscient que quand je donne pour mission à un commissaire du collège de recommandation de voter, il vote en son âme et conscience, vraiment. Avec parfois des choses qui pourraient paraître aberrantes. Par exemple, Joker 2, qui est sorti la semaine dernière, et Arrêt Essai. Alors que c'est un film qui a coûté 200 millions d'euros, de dollars. Alors, donc c'est pas une question finalement financière. Et, pardon, comment ça s'est justifié dans la commission? Eh ben, il y a plus de gens qui ont voté oui que non. Voilà, ça c'est la démocratie. C'est mathématique. Ça c'est la base. Voilà. On est 50, il y en a plus qui ont voté. Voilà. Est-ce qu'ils ont donné des raisons? Non, non, ils n'ont pas de raison à donner. Parce que déjà c'est compliqué. Si en plus il faut qu'à chaque vote ils expliquent, ils y passeront 10 ans. Alors, ce n'est pas forcément une aberration, parce que derrière, on a un travail d'un auteur, parce que derrière, on a même si on a un grand studio, on a un film qui reste un film d'auteur avec une vraie valeur artistique, etc. Et sur les 50, c'était très, très mitigé. Et à côté de ça, on peut travailler sur des films recherche et découverte, c'est-à-dire l'arrêt-essai plus, l'arrêt-essai avec un label recherche et découverte. Et là, c'est des films à moins de 80 copies, c'est-à-dire avec un tout petit tirage, une toute petite distribution, des films qui peuvent venir de cinématographie, alors là, vraiment très très peu diffusés, l'Arabie Saoudite par exemple, et qui vont être des films proches de l'expérimental, ou alors avec une démarche d'auteur très poussée, très radicale. Voilà. Donc le champ de l'arrêt-essai, il est très très large. Et il dépend de ce collège de 50 personnes. On pourrait dire c'est peu, c'est beaucoup. Bon, et en même temps, l'aide de l'avance sur recette, c'est 7 personnes au CNC qui décident quel film va se faire ou pas. Moi, je considère qu'avec 50 personnes, on est quand même un petit peu plus nombreux à voter et on est un peu plus dans un principe démocratique. On peut encore s'améliorer et on y travaille quotidiennement avec le collège de recommandation. Mais en tout cas, ce vote, il est très important. Il est très important pour les salles et il est très important pour les distributeurs. Nous avons beaucoup d'appels de distributeurs qui disent « Je ne comprends pas, mon film, on voulait qu'il soit arrêt-essai, il n'a pas été choisi comme arrêt-essai par le collège de recommandation, c'est pas normal et je vous explique pourquoi. » Et après, le collège est obligé de revoter sur chaque appel. Donc c'est aussi une recommandation très importante pour le secteur. Mais c'est intéressant dans ce que vient de décrire Guillaume, c'est à la fois la question des critères. Quels sont les critères artistiques, esthétiques par exemple, qui vont considérer qu'une œuvre, qu'elle soit d'ailleurs musicale ou cinématographique, soit une œuvre, c'est-à-dire en effet définissent un point de vue singulier d'un auteur, peut-être innove, invente des formes. Toutes ces questions effectivement qui sont difficilement entrables dans un tableau justement d'évaluation, et la subjectivité de ces 50 membres de cette commission qui votent en effet selon leur propre ressenti. Et en effet, on peut être surpris comme spectateur pour en effet un spectacle ou un film, et que l'intérêt est justement cette porosité qui existe, parce que en effet, si ça fonctionnait avec des dogmes, ça serait peut-être moins intéressant, d'ailleurs moins sujet à conversation, moins sujet à polémique aussi, parce qu'en effet, on n'est pas tous d'accord sur ce qu'est une œuvre, sur ce qu'est la création, et on est là vraiment au cœur, je pense, du sujet de notre table ronde. Oui, moi, quand vous m'avez parlé de ces critères souples, on peut dire, de sélection, élastique. Moi, je me suis posé 2 questions différentes que j'ai ouvertes à nos participants et participantes par mail après nos échanges téléphoniques, qui étaient d'un côté une question vraiment d'ordre politique, qui était de se dire à quel point des partenaires publics qui peuvent financer un label peuvent entrer dans une considération de jugement esthétique. Ça, c'est une question qu'on avait vaguement évoquée ensemble, Nicolas. Et puis ma deuxième question, elle était purement esthétique, de se dire finalement, est-ce que ces recommandations, ces classements sont là pour soutenir une forme de diversité, ou bien est-ce qu'ils ne peuvent pas conduire à créer des normes, des nouvelles normes même d'écriture,
artistique et à légitimer certaines formes par rapport à d'autres. Du coup, je veux bien qu'on aborde ces deux sujets, si vous voulez bien. Et peut-être, Nicolas, vous voulez commencer sur la question politique. Alors, politique au sens de politique publique, hein, bien sûr. En fait, les entités publiques sont habituées à avoir des commissions. Vous les connaissez probablement toutes et tous, de ces commissions qui vont décider ou pas d'attribuer une aide sur un projet artistique à une équipe, sans parler des dispositifs de conventionnement, etc., du ministère de la Culture, mais ne serait-ce que sur le projet qui est la création d'un spectacle, d'une œuvre. Et donc on est finalement assez rompu à ça, sauf que évidemment on s'en remet à des experts. C'est-à-dire que le principe est que la collectivité publique ne va pas émettre un jugement artistique, un jugement esthétique, mais va plutôt, comme vous le savez, avoir des objectifs de politique culturelle. Chaque collectivité publique peut avoir ses propres objectifs, même si on en retrouve d'une institution publique à une autre quand même un certain nombre de traits communs. On peut avoir nos propres spécificités territoriales d'une zone à une autre, d'une collectivité à une autre, de l'ampleur du territoire à un autre. Mais donc on est déjà habitué à avoir des commissions et on réunit des experts. Parfois, il est possible que vous soyez appelés les uns les autres dans des commissions de RAC ou des commissions régions, des commissions de collectivités pour avoir un avis sur l'intérêt artistique, l'intérêt, est-ce qu'on a une dimension de création ou pas. En revanche, il ne faut pas que nous, ensuite, on reprenne ce jugement. C'est-à-dire qu'on doit garder une distance nécessairement. Ça répond par ailleurs vaguement aux obligations de la loi LCAP, et qui est de toute façon de saine gouvernance. Mais en revanche, en général, ces commissions, il y a cette dimension-là. Est-ce que c'est un intérêt artistique de création? Bon, donc experts nous disent oui ou non. On peut avoir des débats entre les uns et les autres, et on sait comment se passent ces différentes commissions. Nous, en tant que politique publique, on a aussi la question de quel est le rapport avec les publics, quel est le rapport avec les territoires, qui nous semble aussi un élément qui doit rentrer en ligne de compte dans le spectacle vivant, puisque on va créer un moment instantané avec un public en face, et donc comment les artistes, comment l'équipe aborde cette problématique-là. Donc on essaye d'avoir aussi cet enjeu qui est pris en compte, qu'on pose et qu'on demande aussi aux experts de pouvoir évaluer. Et franchement, c'est compliqué. C'est compliqué selon les dossiers, selon les projets. C'est pas forcément du tout évident, mais en tout cas, ça nous semble essentiel de le faire. Je ne parle même pas des sujets sociétaux, environnementaux qui traversent toutes les thématiques, mais on essaye de faire ça. Ensuite, est-ce qu'on peut transformer ça dans l'attribution d'un label? Et moi, c'est la question, comment on arrive à avoir un label national, public, partagé par différents acteurs publics qui peuvent être locaux, qui peuvent avoir des périmètres différents, au-delà de cet avis qu'on a rendu. Et surtout, si jamais il y avait un label, qu'est-ce que ça apporte par rapport à ce qu'on aurait pu déjà faire comme aide? Et c'est ça qui me paraît intéressant, c'est quel est le plus que donnerait en lisibilité, soit auprès de partenaires publics, privés, auprès des publics, l'idée de ce label et de comment ça pourrait se construire. Peut-être Catherine, tu veux réagir, toi qui es vraiment sur les deux champs, le cinéma et le spectacle vivant, comment on pourrait transposer cette idée de recommandation ex nihilo d'œuvres? Je pense qu'il faut rester quand même extrêmement prudent dans l'idée d'abord de rajouter des cases et des labels et des critères avec un risque de standardisation qui est quand même très très présent. Il faut bien s'en douter. Je pense que le cœur de notre travail, c'est de mettre en relation la création avec des spectateurs et des populations. Je pense que cette idée du rapport au territoire dont vous venez de parler, Nicolas, est vraiment ce que nous faisons. Enfin, moi, je me considère comme une passeuse. Je le dis, c'est un terme évidemment que Serge Danet, grand critique de cinéma, avait revendiqué, mais je pense que ce que je fais, c'est ni plus ni moins que ça. Créer des modalités de passation
en effet, avec des pratiques culturelles qui bougent énormément et une forme de plasticité qu'il nous faut avoir aujourd'hui. Donc, ne rajoutons surtout pas des cases, surtout pas, on va encore faire peur aux gens. Aujourd'hui, il faut rassurer, surtout, et vraiment exprimer très fortement le fait que les œuvres d'art sont destinées à tout le monde, hein. Tout le monde y a droit, et que, en effet, notre travail, c'est de faciliter cette démocratisation encore et toujours, avec des exigences qualitatives, parce que c'est ça un label, c'est juste de l'exigence qualitative, et dire qu'en effet, il faut être élitaire pour tous, comme disait Vitesse, et qu'il faut être exigeant pour tous, mais qu'il ne faut pas surrajouter, je pense, des normes qui apparaîtraient, qui peuvent en effet avoir ce danger de normaliser, donc de standardiser des œuvres, hein. La télévision le fait d'ailleurs fort bien, bien sûr, et le marché aussi. Donc préserver la création, ça c'est sûr, mais c'est très très fragile la création. Et je pense qu'il ne faut pas non plus oublier que les publics peuvent être intimidés aussi par en effet des labels qui peuvent être des labels très culturels, et que par chance le label Art et Essai est passé vraiment dans le langage commun. C'est formidable quand même qu'aujourd'hui, je pense qu'il ne fasse plus peur, au contraire, c'est vraiment un plus, vraiment, je crois. Mais voilà, c'est pas gagné du tout, et je pense qu'il faut simplifier, vraiment, vraiment faciliter les accès. Margot, et on va revenir sur cette question, pardon, de l'empreinte psychologique du terme art et essai un petit peu plus tard. Oui, je voudrais prendre la parole pour... déjà, merci beaucoup de m'avoir conviée à cette table ronde. Et je ne suis pas du tout un porte-parole, mais je voudrais apporter mon expertise du côté vraiment spécifique à la musique. Il y a plein de questions qui me sont apparues, comme je pense que l'idée de ce parallélisme, c'est quand même en grande partie venu d'une initiative de la FEVIS vis-à-vis du fonctionnement du CNM. Et des experts, justement, qui peuvent siéger aux commissions qui concernent nos esthétiques. Donc, l'idée d'une labellisation viendrait plutôt d'une spécialisation, je pense, d'un comité qui serait sensible à nos esthétiques et à même, avec sa subjectivité, et peut-être pas avec une panoplie de critères, de considérer des grandes lignes comme innovation, ce dont on a parlé, singularité, recherche, patrimoine, médiation, tout ce qui pourrait venir résonner aussi avec les lieux de diffusion et leurs initiatives sur les territoires. Donc je pense que c'est moins l'idée d'imposer et de standardiser la création que de permettre à ce qu'on soit jugé par des gens qui sont sensibles à ces esthétiques. Et je pense que c'est ça, peut-être qui... Non, je me trompe complètement, Nicolas. Ok, vas-y. Mais la création du label ne va pas résoudre la composition représentative ou diversifiée de la commission. Enfin, et la composition d'une commission, elle n'est pas simple à faire, mais c'est ça que vous posez comme question, en fait, et moins que le label, je trouve. Là, il y a une délégation, finalement, à l'AFCAE. Il y a une délégation à l'AFCAE, et donc je pense que c'est un peu ça, plutôt l'inspiration du modèle, ça sera d'avoir une délégation à une commission qui pourrait avoir ces moyens-là. Ensuite, m'est venu aussi tout de suite comme problématique de parallélisme le fait qu'on n'est pas visionnable, en amont en tout cas. Donc, est-ce que ce serait une commission qui jugerait des choses déjà créées et du coup, ça implique des déplacements impossibles ou juger sur dossier, et là il y a évidemment des inégalités parfois de lecture, juger sur présentation physique. Voilà, ça soulève quand même des choses qui ne sont pas tout à fait comparables avec ce qu'on peut avoir sur le cinéma d'art et essai. Et ensuite sur le label, et la dernière question évoquée entre vous sur est-ce que c'est un label positif ou restrictif au niveau des publics, de ce que j'ai fait comme recherche depuis que je sais que je participe à cette table ronde, c'est que au départ, le label, l'appellation art et essai venait peut-être entrer plus en écho avec ce qui bouleversait les codes
et qu'aujourd'hui, c'est devenu quand même une codification, l'art-essai, le film d'auteur. Et je trouve que ça aurait été intéressant d'avoir cette table ronde au moment de la création de cette idée d'art-essai et de justement tout ce terreau frémissant d'envie de sortir d'un modèle cinématographique et ses inspirations aussi outre-Atlantique qui faisaient des allers-retours entre le cinéma américain, la nouvelle vague et qu'est-ce que ça pouvait bouleverser de chaque côté. Voilà, du coup, quelle serait notre appellation art et essai? De quelle inspiration originelle viendrait-elle trouver ses fondations? Guillaume, peut-être, on compte sur vous. Non, mais peut-être, est-ce que en préambule, vous pouvez nous expliquer comment est constituée la commission, comment sont sélectionnés les sélecteurs et à quelle fréquence peut-être ça se renouvelle, comment ça fonctionne? Alors, ils sont sélectionnés sur leur capacité à survivre à 15 votes par semaine et à au moins voir 8 films par semaine, ça sur 52 semaines. Honnêtement, ça a l'air super comme ça. On se dit, waouh, trop bien, j'aimerais trop faire ça. Mais en fait, non, personne ne veut le faire. Donc, on passe des coups de fil partout et les gens ne veulent pas. Faut être très clair, les gens ne veulent pas. En plus, il n'y a rien à gagner. Et c'est pas payé, c'est gratos. Donc, c'est vraiment du pur bénévolat, en plus de leur temps de travail. Et même si pour nous, salle de cinéma, c'est plus facile, parce que moi, déjà, je vois par mon métier beaucoup de films. Mais par exemple, un producteur, bah lui, il n'a pas le temps de voir des films, quoi. Et son boulot, c'est de produire. Un cinéaste, son boulot, c'est de faire des films, c'est pas de les regarder, quoi. Distributeur, il est bien, parce que comme ça, il peut regarder les films des autres et puis tacler quand c'est pas bien et tout. Mais c'est très difficile de trouver. Alors, on essaye de renouveler le collège de recommandation par tiers tous les 4 ans. Mais je vous avoue qu'il y a des gens qui sont là depuis beaucoup, beaucoup plus longtemps, mais parce que sur leur collège de recommandation, par exemple réalisateur, cinéaste, eh ben, on ne trouve personne pour les remplacer. Donc la constitution du collège de recommandation ou du comité d'experts, je suis d'accord avec Nicolas, il est compliqué à faire, quoi. Catherine, tu voulais intervenir? Oui, moi je voulais déjà remercier Margot pour la précision sur justement les synergies qui pourraient être recherchées entre les deux domaines de la musique et du cinéma et nous pointer à quoi effectivement sert un peu cette table ronde, de trouver peut-être quelques chemins qui permettraient en effet de préserver, de favoriser la dimension de création au sein du secteur musical ou plutôt des secteurs musicaux parce que là aussi effectivement on voit que c'est un secteur qui est extrêmement fragmenté, avec en effet des marchés qui peuvent être très très puissants. Donc c'est intéressant en effet de se dire qu'il y a peut-être des leçons à tirer de ce qu'a été l'art-essai, né dans une période quand même vraiment particulière. Alors, je ne veux pas revenir encore une fois à l'histoire, mais néanmoins, le contexte de la fin des années 50, à la fois c'est l'après-guerre, mais c'est aussi un moment, en effet, où les studios, que ce soit les studios hollywoodiens ou les studios français, existaient vraiment et il s'agissait de les remettre en cause. La création dans les années 50 de tout un mouvement aussi d'une vraie croyance dans l'émancipation par la culture était très très fort. On est dans un contexte complètement différent. Je ne dis pas que les choses ne peuvent pas se reproduire. Moi, je pense qu'elles peuvent bouger. Et aujourd'hui, il faut réellement qu'on réaffirme en tout cas des enjeux artistiques et culturels. Ça, c'est vraiment très très important de le faire. Et de se dire que les politiques publiques de la culture, elles sont là pour être complémentaires justement d'un marché. C'est vraiment ça qu'il faut défendre. Et si on peut trouver quelques conseils pour pouvoir solidifier en effet cette approche qualitative, ambitieuse et art et essai de la musique, allons-y. Je crois que la table ronde, elle sert vraiment à ça. Moi, je me suis posé une question au fur et à mesure de nos échanges qui était comment on voit réapparaître régulièrement l'idée que cohabitent dans les musiques comme dans le cinéma deux secteurs, un secteur commercial et industriel et un secteur subventionné. Je me suis vraiment posé la question de me demander comment on peut vraiment distinguer ces deux secteurs. On s'est parlé, Guillaume, justement des processus de sélection dans lesquels les critères n'intègrent pas cette donnée-là. Les critères objectifs qui sont définis par les textes n'intègrent pas la donnée de production qui viennent d'un secteur beaucoup plus riche économiquement.
Mais malgré tout, vous m'avez dit que la commission peut avoir en tête ces données-là quand il s'agit de faire des choix. Et je me suis dit, dans notre monde de la musique, dans le monde du cinéma, comment fait-on pour distinguer ce qui est dans le secteur commercial et industriel de ce qui est dans le secteur subventionné? Ouais. Déjà, la première chose, c'est que les grands établissements, les circuits d'exploitation en France, je ne vous les nomme pas, mais vous les avez en tête, les grands circuits d'exploitation ne peuvent pas poser de demande de classement RSA pour la totalité de leur salle. Il faut qu'ils le choisissent de salle en salle. Et donc, ils sont très peu à pouvoir à les positionner. Par exemple, l'UGC a 5 salles qui sont classées RSA sur l'ensemble du circuit UGC. Donc déjà, il y a une espèce de barrière à l'entrée. Barrière qui se fait parce qu'ils représentent plus de 1% du marché national en vente de billets. Donc le CNC a mis comme ça des barrières entre des opérateurs qui seraient des opérateurs puissants et qui pourraient avoir aussi la possibilité de bloquer le système, de ponctionner la quasi-totalité de l'enveloppe, s'ils voulaient, 19 millions d'euros, l'enveloppe RSA donnée aux salles, et en même temps jouer sur ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire une espèce de cadre de l'RSA. C'est-à-dire l'RSA, ça serait ces films-là, et pas d'autres. Et puis comme ils ont un pouvoir important, énorme, ils pourraient complètement jouer là-dessus. Donc le CNC a mis cette barrière. Je ne sais pas si ça répond exactement à la question, mais pour nous, évidemment, elle est très très importante parce que déjà, nous sommes en extrême concurrence avec l'ensemble des circuits en tant que salle indépendante RSA, et qu'en plus, ils ponctionnent nos films, puisqu'ils n'ont plus de films à montrer comme avant. 30% des films américains ont disparu, donc évidemment, ils vont aller chercher d'autres films. Donc, tension commerciale, tension concurrentielle, tension d'accès aux films. Heureusement qu'il y a des barrières à l'entrée pour que le secteur marchand le plus fort, le plus puissant, n'écrase pas les plus petits. Oui, juste pour rajouter, en effet, que la première mission du CNC, c'est la réglementation. C'est comme un organisme qui réglemente l'ensemble du champ, en effet, de la création à la diffusion, et que je dirais que la valeur aussi de la RSA, qui en effet, on l'a compris, est quand même vraiment fondée sur de la subjectivité, mais en même temps c'est la subjectivité esthétique, artistique, comment est-ce qu'on définit une œuvre d'art. Elle est quand même complétée aussi par, après, les critères que les salles de diffusion, les salles de cinéma connaissent. Parce que là, en l'occurrence, les critères, ils sont quand même très précis, je pense. C'est toute l'action qu'on va mettre autour des œuvres pour, en effet, créer la passerelle entre les œuvres et les publics, qui, celle-là, est en effet analysée, évaluée, financée. Et qu'est-ce qui fonctionne dans le cinéma? C'est le fait que tous les maillons de la chaîne sont liés. Vous l'avez compris, on est tous très liés les uns les autres, plus certainement que dans la musique d'ailleurs, avec en effet, entre autres, des contributions financières, des remontées de recettes qui sont toujours et automatiques et sélectives. Et ce qui fait qu'on a en effet un organisme avec énormément de tensions, tu viens de les citer, mais aussi énormément de solidarité. Ça, c'est aussi une particularité, je pense, du CNC. Peut-être tu ouvres la voie directement à notre deuxième grand axe, mais avant ça, j'aimerais qu'on termine sur la question des œuvres, parce qu'on a vaguement évoqué, et du coup, je ne sais pas si c'est clair pour tout le monde, l'idée qu'il y a différentes catégories d'œuvres à RSA. De ce que j'ai cru comprendre, il y a 3 grandes catégories: le jeune public, le patrimoine et la recherche et découverte. C'est ça? Ouais, il y a 2 nouveaux parce qu'on s'est dit 3, c'est pas assez, on va en faire 5. Maintenant, il y a le label 15-25, c'est-à-dire tout le travail de diffusion et d'action culturelle sur les films en direction des jeunes adultes, voilà, disons-le comme ça, parce que c'était aussi une dynamique menée par le mouvement RSA. Et il y a aussi un label court-métrage pour aider là vraiment des formes qui ont du mal à avoir des écrans, et des formes aussi où les cinéastes peuvent expérimenter, tenter quelque chose. Voilà, donc on va passer de 3 à 5 labels, mais je pense que c'est pour le mieux parce que ce travail-là avant était peu soutenu, peu aidé, et là il le sera plus.
Et c'est là qu'il y a peut-être, justement, moi j'ai la sensation qu'il y a une petite différence avec le monde musical, où dans le monde musical est considéré comme forme expérimentale ou art et essai, si on peut dire, dans nos mentalités, uniquement les formes qui ont trait à la création. Or, au cinéma, et Catherine, tu m'en as parlé très spontanément quand on a passé ce petit coup de fil, le travail sur le répertoire est considéré comme une création autour d'œuvres, même si elles appartiennent au passé. Ça, c'est mon approche à moi, de dire que le répertoire, il n'a de sens que s'il est partagé aujourd'hui, s'il est vivant, s'il est revisité. Et je le fais pour le cinéma notamment, mais aussi pour la musique. D'ailleurs, à Lux, on a mis en œuvre un festival qui s'appelle Viva Cinéma et qui invite des artistes qui revisitent le patrimoine de cinéma. On va ouvrir en janvier prochain avec Mourad Merzouki, qui rend hommage à Parajanov, un grand cinéaste arménien, avec un spectacle qui s'appelle La couleur de grenade, qui est donc un hommage à un film de Sayat-Nova, de Parajanov, appelé Sayat-Nova. Donc cette idée de la revisitation pour actualiser en fait les œuvres du passé. Moi, les œuvres, elles ont du sens si elles sont sensoriellement aujourd'hui, si elles transmettent en effet des émotions pour des spectateurs d'aujourd'hui. C'est vrai que le terme patrimoine peut faire peur, comme la notion de répertoire en matière musicale. Mais en fait, si on crée les conditions d'une rencontre aujourd'hui avec des spectateurs, c'est gagné. Et en fait, je pense que notre travail, c'est vraiment ça. C'est vraiment d'activer des dimensions émotionnelles, sensorielles, intellectuelles aussi, bien sûr, mais vraiment en partant d'aujourd'hui. Et quand Guillaume parle des 15-25 ans, en effet, c'est une tranche d'âge sur laquelle on a mis beaucoup d'énergie ces dernières années, en voyant en effet qu'il quittait les salles de cinéma. Alors même si le cinéma reste un art populaire, entre guillemets, et c'est l'art que les gens encore voient le plus, on ne les voyait plus. Que faire pour leur laisser une place aujourd'hui? On a inventé effectivement plein de choses pour leur laisser la place aujourd'hui. Mais ça se pose exactement de la même manière pour le spectacle vivant, hein. Et c'est aussi pour ça qu'on a défendu autant tout le travail en direction des enseignants, la coopération qu'on mène avec l'éducation nationale. Comment rendre vivantes des œuvres aujourd'hui? Moi, je pense que voilà, ça c'est une de mes approches. Puisque probablement vous êtes adhérent de la FEVIS, moi il me semble qu'aujourd'hui, parmi vous, tout ce travail de création et de recherche, c'est votre activité principale. Et donc il y a un foisonnement de créativité autour de ces œuvres, qu'elles soient du répertoire ou pas du répertoire, ou de croiser des œuvres du répertoire et pas du répertoire, de faire du pluridisciplinaire. Et donc il y a une richesse vraiment très, très forte sur le territoire et de la part de toutes les équipes. Donc après, c'est compliqué de réussir à soutenir comme on voudrait toutes ces initiatives, mais le socle est très présent. Vous le faites, et il y a plein de lieux qui accueillent ça, mais souvent avec des initiatives qui viennent aussi des équipes artistiques et pas forcément toujours des salles. Et c'est formidable que vous le fassiez, mais c'est aussi tout ce travail-là. Mais la difficulté, c'est évidemment leur financement. On sait la fragilité et la capacité à faire suffisamment tourner ces projets-là, puisque c'est un investissement énorme pour le faire. Il y a la distinction entre la recherche et patrimoine, et en fait, je trouve qu'elle n'est pas si évidente que ça, puisque pour aller rechercher des œuvres, vous saurez mieux le dire que moi, mais il y a quand même un travail de recherche qui peut être extrêmement important pour arriver, y compris à travailler différemment du répertoire ou à retrouver des œuvres qui n'ont plus été jouées depuis fort longtemps. Donc ça apparaît. Et le dernier truc que je voulais dire, qu'à voir et pas à voir, c'est je pense que même s'il n'y a pas de label qui se fait, le fait qu'il y ait une meilleure prise en compte du sujet jeune public et de propositions qui soient aussi qualitatives envers le jeune public dans des spectacles musicaux me paraît un sujet qui est important et sur lequel il faudrait qu'on arrive à se mobiliser, et nous les premiers, plus fortement encore. Pardon. Mais c'est vrai que quand on a eu une petite conversation et qu'on a commencé à éplucher ces catégories art et essai, on s'est rapidement dit, en fait, toutes les musiques dont on parle, ici, à New Deal en tout cas, finalement, sont de la recherche et découverte.
même si elles sont classées dans le répertoire, le patrimoine, elles sont toutes dans la recherche et la découverte, dans le fait d'ajouter un langage nouveau, une nouvelle vision sur des œuvres du passé. Donc c'est vraiment, on va dire, la niche de la niche dans vos catégories, puisque vous me disiez au téléphone que c'est une catégorie un peu plus en souffrance que les autres actuellement. Peut-être que vous pouvez nous en dire quelques mots, et notamment sur votre analyse des causes, enfin de pourquoi cet endroit-là est plus en difficulté qu'il ne l'a été par le passé. Il est plus en difficulté aujourd'hui parce qu'il y a une baisse de l'intérêt du public. Il y a un public qui va, au cinéma, hein, j'entends, qui va aller chercher aujourd'hui, post-pandémie particulièrement, la valeur sûre. Je vais payer mon billet. Le prix moyen d'un billet de cinéma, c'est 7,60 €. Je vais payer 7,60 € et je veux être sûr que je vais voir un film qui correspond à ce que j'ai envie de voir. Même si c'est de l'art essai, même si... Voilà. Et dans le label Recherche et Découverte, dans ces films-là, dans ce segment-là, eh ben, ils sont de plus en plus nombreux, parce que c'est de plus en plus facile avec le numérique d'en produire, et en même temps, ils ont de moins en moins de spectateurs. Donc il y a une dilution des spectateurs par œuvre, ça c'est une évidence, et puis il y a aussi une moindre curiosité des spectateurs. La réaction du CNC par rapport à ça, c'est de dire, bon, bah, très bien, dans ce cas-là, on va délimiter dans la prime arrêt-essai, dans l'aide aux salles arrêt-essai, un facteur plus important pour les salles qui montrent des films label et recherche et découverte. Donc c'est ce que nous allons tenter à partir de cette année. On va voir si ça va permettre d'augmenter le nombre de séances. Parce que c'est vrai qu'il y a une diminution du nombre de séances des films label recherche et découverte. Mais aussi concomitamment au fait qu'il y a moins de public. Il y a moins de public, il y a moins de séances. S'il y a moins de séances, il y a moins de public, etc. Donc, avec cette décision-là, le CNC espère relancer aussi un intérêt des distributeurs pour les films label et recherche et découverte, des exploitants pour ces films-là, en mettant une majoration sur ces séances, et donc pour le public de se dire « Ah bah tiens, il y a plus de films label recherche et découverte, donc je vais aller les voir, ça me semble important. » Ce que je sens là aussi qui émerge par rapport à cette discussion, c'est du coup les notions. Il y a moins de hiérarchie finalement que dans nos esthétiques, avec l'idée que tel ou tel ensemble est programmé dans un opéra, alors c'est forcément un très bon ensemble. Et puis une autre proposition est beaucoup plus confidentielle, alors bah ouais non, je sais pas si je vais prendre le risque. Et donc cette filière-là de l'art et d'essai, elle permet d'avoir complètement une autre perspective sur cette notion de risque du programmateur. Et je trouve ça intéressant, oui, d'avoir boosté, en fait, pour que ne disparaisse pas un style et un genre, et qu'un public, avec tout ce qui est mis en place aussi au niveau de la médiation, puisse avoir la chance de redécouvrir sous un nouvel angle ces initiatives-là. Et je voulais juste savoir qu'est-ce qui rentrait, par exemple, dans Recherche et Découverte comme film qu'on pourrait identifier. Vous allez regarder la programmation de Luxe, vous allez voir qu'on passe quasiment des films recherche et découverte. Vraiment, Nora et l'aide recherche et découverte, le film d'Arabie Saoudite, même pas sûr. Qu'est-ce qu'on va voir? Crossing Istanbul, qui est un film d'un réalisateur ukrainien qui va sortir en décembre, est un film recherche et découverte. C'est vraiment... ouais, c'est beaucoup de documentaires sont recherche et découverte. Il y a en effet, comme le dit Guillaume, beaucoup de premiers films, de films avec des esthétiques assez singulières. Et ce qui est sûr, c'est qu'on a face à ça une curiosité qui est beaucoup moins importante chez l'ensemble des spectateurs, mais c'est valable pour le spectacle vivant aussi, hein. On voit bien que des formes un peu plus laboratoires, entre guillemets, peinent à trouver le public, ou qu'il faut mettre en place beaucoup plus de stratégies d'information, de médiation, d'accompagnement pour arriver à mobiliser ce public.
Mais dans ce que vous disiez, Margot, il y a quelque chose qui est intéressant, qui est quand même la présence des salles à réessai sur tout le territoire français, qu'il s'agisse en effet de métropoles, mais aussi de territoires très ruraux, avec l'idée que ces cinémas sont évidemment dans des contextes et dans des architectures différentes, mais qu'on peut y voir les mêmes films. Et ça, c'est quelque chose dans l'homogénéité, en tout cas d'un projet, quelque chose d'important. On peut aller voir Nora, en effet, au fin fond de la Drôme cette semaine si on veut, et c'est le même film qu'on va pouvoir rencontrer dans à peu près les mêmes conditions de projection, parce qu'il y a eu un travail qui a été fait de ce côté-là, et moins en effet de hiérarchie, comme vous le disiez, qui existe dans les lieux de spectacle vivant. Et juste pour que vous ayez une échelle de valeur, il y a 700 films qui sortent en France tous les ans. Il y en a 400 qui sont recommandés à réessai et il y en a 120 qui sont recherche et découverte parmi ces 400. Ça vous donne un peu une échelle. Tu voulais ajouter quelque chose? Et donc tout ça nous conduit au lieu, parce que même si en fait on s'aperçoit depuis le début de cette conversation que ce qui fait la spécificité finalement de cette recommandation à réessayer, c'est vraiment qu'elle est liée à l'œuvre artistique. Or, la labellisation se fait sur les lieux et on voit que les actions après se font sur les lieux. Et moi, ce qui m'intéresse dans ce que vous venez d'énoncer, Guillaume, c'est le fait que en tout cas, le CNC se dise, tiens, en ce moment, il y a des esthétiques un peu plus en difficulté, on va affirmer le soutien des espaces qui les accueillent. Et ça, c'est un modèle dont je me demande s'il pourrait être transposable dans le spectacle vivant. Est-ce qu'on pourrait envisager une forme de soutien financier sur des esthétiques, ces esthétiques art et essai musical, qui soient distincts du reste des labels? Ça revient à la question que vous ouvriez en préambule, Nicolas. Est-ce qu'on pourrait ajouter un soutien spécifique à des esthétiques à côté du soutien que peuvent recevoir des lieux selon leur label ou leur appellation? Catherine, tu veux commencer? Moi, juste un point, en tout cas, qui me semblerait applicable, entre guillemets, c'est l'ensemble des actions qu'on appelle aujourd'hui dispositifs de sensibilisation au cinéma, qui pourraient en effet se déployer, alors pas nécessairement à la même échelle, parce que le cinéma a un intérêt, c'est qu'il se décline assez facilement, mais quand même, il y a depuis une vingtaine d'années un ensemble d'actions qui ont permis de rendre l'expérience du film dans une salle de cinéma possible, de la maternelle à l'université. Et on a aussi formé quand même, je pense, on a formé le goût de nombreux jeunes spectateurs aujourd'hui, et que cette systématisation, entre guillemets, du rapport à l'œuvre, au spectacle, dans nos lieux, ça, je pense que c'est un élément vraiment important, qui en effet nécessite un investissement, mais qui est peut-être pas si important que ça, je pense. Mais il faut qu'il y ait une vraie volonté politique pour se dire qu'en effet, tous les enfants aujourd'hui dans des écoles, tous les collégiens, lycéens, grâce au Pass Culture, en effet, peuvent le faire, mais tous devraient avoir une expérience de spectacle vivant. C'est pas une fois dans leur scolarité, c'est chaque année. La rencontre avec l'œuvre d'art, mais c'est chaque année. Il faut aller voir un spectacle, aller rencontrer une exposition, aller voir des films. Et ça, je pense qu'en effet, c'est assez simple à mettre en œuvre, mais il faut avoir la volonté politique pour le mettre en place à une grande échelle. Je ne sais pas par où commencer. Alors, sur le volet éducation et de faire un travail avec les élèves les plus jeunes, en fait, on commence maintenant même des crèches avec des interventions, des résidences en direction de la petite enfance, et puis ensuite on les a à l'école, on les a au collège, ce qui vient en complément de ce que vous évoquez sur le fait aussi de trouver les moyens de faire venir les publics en salle. Et ça reste une difficulté parce que même les élèves de conservatoire ont du mal à aller dans les salles de concert. Et c'est quelque chose sur lesquels on essaye de travailler, mais c'est un travail long, sinon laborieux, mais essentiel. Sur les salles, puisque c'est la question, alors en direction des entités publiques, on nous a quand même longtemps reproché de surtout soutenir des lieux qui étaient dédiés à la musique classique et contemporaine pour faire court, et beaucoup moins en direction d'autres formes d'expression pour qu'on résume sur les musiques actuelles. D'où les SMAC. Les SMAC, il y en a 92 en France.
versus 1200 salles d'arrêt d'essai. Donc effectivement, on voit un petit déséquilibre juste sur ce volet-là. Et les SMAC, a priori, peuvent avoir d'autres formes d'expression musicale que ce qu'on met en bloc musique actuelle, mais enfin, ça reste quand même très marginal. Et ensuite, on a des salles quand même publiques dans lesquelles il y a, on peut dire ce qu'on veut, il y a quand même pas mal d'argent qui est mis pour aussi accompagner et diffuser ce répertoire-là. L'idée, c'est aussi de faire sortir de ces lieux, de ces salles, pour le renouvellement du public. Il y a des salles qui sont très emblématiques, mais sur lesquelles le renouvellement des publics est compliqué. Donc notre préoccupation est aussi de trouver d'autres lieux qui sont moins estampillés pour une rencontre plus propice avec le public. Ça, c'est le point. Et alors, si on en revient au label, donc on a les SMAC, il y a les opéras nationaux en région, il y a les trucs d'intérêt nationaux, enfin, il y a plein de labels qui existent. Et la question que je me posais, c'est est-ce qu'il n'y aurait pas une réflexion à avoir sur... par ailleurs, ces labels, personne ne les connaît à part les professionnels. C'est des labels vraiment que entre professionnels, ça n'exprime rien vis-à-vis des publics. Et donc la question est de savoir si on réfléchit une évolution de label pour raconter quelque chose au public et faire en sorte qu'on favorise les renouvellements des publics. Alors j'imagine que les labels, c'est aussi pour se dire on aura peut-être plus de financement public. Ça, c'est dans le contexte, c'est pas gagné. Mais c'est peut-être par rapport à ce que vous évoquiez, parce que RSM, on peut trouver peut-être que ça enferme, mais c'est presque, me semble-t-il, une marque aujourd'hui, même si ça peut être contestable comme notion, mais ça raconte quelque chose. La SMAC, ça raconte rien à personne. Et ça n'est pas propice à faire venir un public. Est-ce que c'est cette question-là qu'on a envie aussi de travailler ou pas sur ce qu'on raconte au-delà des professionnels pour faire venir d'autres publics, puisque le fond du sujet, c'est quand même renouveler et élargir les publics, me semble-t-il. Oui, renouveler, élargir les publics et trouver une tierce voie pour décloisonner notre secteur, qui ne soit plus stigmatisé comme un secteur savant, élitiste, inaccessible, mais ramener la musique de création finalement, parce qu'on dit patrimoine de création, on est tous un peu, enfin on est tous créateurs, ramener le public vers cette notion de création, de musique de l'instant, de musique qui parle aux enjeux actuels, par des actions de médiation ou même par un format différent, revoir le format du concert. Je pense qu'on est très très nombreux à le faire et depuis déjà un petit moment, mais que ce soit encore plus visible peut-être. Et rapprocher les esthétiques plutôt que de les éloigner. Moi aussi, c'est ça qui m'interpelle, c'est donc la sectorisation de toutes les esthétiques musicales qui fait que un public va traverser la France du coup pour aller voir un concert dans une arena, mais ne va pas se déplacer juste à côté pour voir par simple curiosité quelque chose, une esthétique à laquelle il n'est pas familier. Et du coup ramener un tronc commun musical. Et ça, évidemment, j'ai pas la réponse, mais voilà, imaginez vraiment qu'on a ce terreau. Moi, j'imagine un arbre avec l'art vocal comme naissance de la musique, à travers la musique spirituelle, à travers la musique folklorique, à travers la tradition orale, toutes ces ramifications qui ont donné des esthétiques différentes et des inspirations. À chaque fois qu'on entend un musicien de musique actuelle parler de son parcours, il ne parle que de ses influences. Ses influences, ses influences, ses influences. Souvent, les parcours sont très mixtes. Il y a eu de la pratique de musique instrumentale classique, il y a eu la découverte de sa voix, il y a eu le besoin d'exprimer une émotion, etc. etc. Et puis d'un coup, hop, il y a cassure, on n'est pas diffusé dans les mêmes lieux, alors on ne fait pas la même chose. Sauf que je connais personne ici qui dit « je suis musicien baroque ». On dit « ou je suis musicien de musique de création ». On dit « je suis musicien, j'ai un message à porter, j'ai une émotion à faire passer ». Moi, je suis désespérée par certains dialogues avec un chauffeur VTC, par exemple, qui va me dire que non, le classique, c'est pas pour lui. Et je lui fais écouter un truc, il me dit « ah bon, ça c'est du classique, ça me plaît beaucoup ». Ou j'en ai déjà écouté, « ah, j'en ai dans ma playlist ». Mais il y a quelque chose qui doit évidemment évoluer beaucoup dans les mentalités.
je ne sais pas même s'il n'y aurait pas un dialogue à ouvrir avec les musiques actuelles pour valoriser aussi le terreau de la musique dite savante classique dans leur parcours. Et aussi, nous, en tant que musique de patrimoine, s'exprimer un peu plus sur nos influences auprès des autres esthétiques et des rencontres qu'on a pu faire qui ont déterminé. De la même manière dont on parle beaucoup plus ouvertement des rencontres pluridisciplinaires. Ah, j'ai rencontré un danseur qui m'a inspiré, un circassien. Pourquoi ne parlerait pas-on aussi un peu plus? Il y a des émissions radio qui le font d'ailleurs. Évidemment, il y a plein de gens qui le font déjà, mais le renforcer pour animer toujours cette curiosité, même dans la manière dont on s'adresse au public pendant un concert. Renforcer le fait qu'en fait, on est nourri de toutes ces influences et on n'est pas une niche, on n'est pas sectariste, mais au contraire, on est très, très ouvert et notre matériau est malléable, est nourri et influencé. Et je reviens encore sur cette notion d'excellence, mais parler plutôt d'exigence, de création, de curiosité et retirer petit à petit cette armure j'allais dire, oui, du trophée de concours. Il faut peut-être pas vous... Enfin, parce que sur les musiques actuelles, les choses sont parfois plus formatées que ce que vous pouvez, vous, chercher à faire. Faut le dire aussi. Il n'y a pas non plus un univers qui est en mouvance et puis l'autre qui serait ancré dans un patrimoine avec quelque chose de très formaté. Enfin, c'est peut-être une évidence pour tout le monde, mais Les regards sur nos esthétiques sont formatés. Mais évidemment, ce qu'on propose n'est pas formaté. C'est là où tout le paradoxe. Évidemment qu'il va y avoir les formats radio pour les chansons, des choses extrêmement contraignantes dans le milieu de la musique actuelle. Oui. Pardon, je termine sur les lieux. Je pense que notamment dans l'univers des musiques actuelles, on n'a pas forcément que des lieux qui sont purement dans une démarche commerciale et des lieux purement dans une démarche publique, intérêt général. Et il y a aussi des lieux qui sont dans une zone moins nette, qui ont besoin de vivre et de trouver un équilibre économique et qui peuvent être amenés à avoir des approches parfois plus commerciales, mais qui ont des vrais engagements, labellisés ou pas labellisés SMAC, vraiment sur du travail de médiation, du travail vers des publics, du champ social, etc. Et donc je trouve qu'on a un univers qui est pas non plus binaire là-dedans, qui peut être propice aussi à cette ouverture que vous appelez de vos voeux. Je voulais rebondir sur ce que disait Margot par rapport à la porosité et au décloisonnement, parce qu'en effet, moi je pense un des chemins qui me semble possible pour élargir nos spectateurs, quels qu'ils soient, c'est en effet des chemins de traverse, et que la pluridisciplinarité, c'est un chemin de traverse. J'ai Anne-Marie devant moi qui, avec TM+, nous a emmené l'année dernière Justine Neymar, donc une plasticienne qui travaille sur la robotique, pour emmener à la musique contemporaine. C'est aussi un chemin. C'est vraiment passionnant, et je pense que c'est ce que nous, dans nos maisons, nous faisons au quotidien, en fait, que de faire circuler les publics. C'est difficile, mais c'est vraiment l'intérêt de ce métier, c'est ça, c'est arriver à ouvrir des portes, à donner envie à quelqu'un d'aller voir quelque chose dont il n'a jamais entendu parler. Tout ça nous renvoie à une phrase que vous m'avez dite dans une conversation, Nicolas, si vous acceptez que je l'énonce, qui était de me dire, quand on a parlé justement de cette possible labellisation, justement du croisement, mais aussi des financements, de la superposition entre cahier des charges et potentielle labellisation, accompagnement financier par le biais d'une musique à réessayer, vous m'avez dit, si labellisation il y a, elle doit permettre de changer le regard des publics. Parce qu'on tourne autour de la question des regards depuis tout à l'heure, et je trouve ça intéressant parce que c'est et j'aimerais bien vous entendre bien sûr, et entendre Catherine et Guillaume là-dessus, parce qu'on a le sentiment que dans le monde du cinéma, il y a une grande catégorie art et essai qui peut être subdivisée, mais les publics ne s'en soucient pas de la subdivision.
alors que dans le monde des musiques dont on se parle à New Deal, il y a des dizaines et des dizaines de sous-catégories. On n'a parfois même pas le droit de parler de musique ancienne parce que c'est un tel endroit de la musique ancienne qu'il faudrait lui donner sa couleur spécifique. Doit-on parler d'un ensemble de musique ancienne, d'un ensemble de musique baroque? Attention, c'est pas tout à fait le bon siècle. Enfin, on se pose toujours comme ça des questions de subdivision. J'ai l'impression que c'est moins prégnant dans le monde du cinéma. Et finalement, cette appellation art et essai, est-ce qu'elle ne permettrait pas de rendre les choses plus lisibles, moins segmentées, plus lisibles? Alors, moi, c'était le sujet de rendre plus lisible et plus visible le travail qui est fait par l'ensemble des salles, des équipes artistiques. Et je me dis, s'il y a une réflexion autour d'un label, c'est pas pour rajouter encore un label à toute la série des labels existants, me semble-t-il, mais plutôt de dire, est-ce qu'il y a une réflexion à la fois et éventuellement d'harmonisation, mais surtout de s'adresser au public avec cette idée d'un label et sortir de ces labels qui sont un cahier des charges pour essayer d'avoir tel financement ou tel autre. Alors, j'entends que tout le monde a besoin de financement, mais je pense que ce qui serait le plus intéressant, c'est de aussi permettre avec ce label d'amener ces nouveaux publics, de changer le regard que vous évoquiez à cette occasion-là. Et je pense que ce devrait être ça l'objectif premier d'une telle démarche. Et je la trouverais de ce point de vue-là intéressante. Et sous-jacent, de conforter les relations de financeurs publics, puisqu'il y a plein d'initiatives de financement croisé qui sont plus ou moins délibérées ou ponctuelles. Donc soit par des conventions tripartites, ça existe, mais c'est aussi selon le territoire, selon les envies, assez fluctuant. Donc on ne va pas trouver... et donc essayer de pousser les acteurs publics à aller encore un peu plus loin dans leur travail conjoint, bon, ça sera bien, mais ça c'est pour l'interne. Je pense que vraiment c'est s'adresser au public qui me paraîtrait le plus intéressant dans ce type de démarche. Moi, je pense qu'il faut en effet peut-être rendre plus visible l'exigence qui est à la fois artistique et culturelle, hein, parce elle est double en fait dans nos métiers. La rendre plus lisible pour tout le monde, les décideurs et les publics bien sûr. Mais il ne faut pas rajouter plein de catégories parce que alors là, si les spectateurs ont l'impression qu'il faut un mode d'emploi pour venir chez nous, déjà que les freins symboliques sont sérieux, n'ajoutons pas le mode d'emploi. Donc, simplifions ce que je disais tout à l'heure. La notion d'art et d'essai, elle est très belle. Elle est belle parce qu'elle évoque une dimension esthétique et la dimension d'un essai, c'est-à-dire la dimension recherche et découverte. En quelque sorte, c'est un essai, c'est un terme assez poétique qui d'ailleurs prend ses racines dans les années 20. Hein. C'est Louis Deluc qui avait commencé à avancer cette notion-là. Elle est jolie. Je ne suis pas sûre qu'il faille l'appliquer de la même manière à la musique, je ne sais pas. Mais c'est vraiment, c'est plus en effet donner à sentir quelque chose qui est de l'ordre de l'exigence et en effet pas de l'excellence. Margot, je partage aussi votre avis. Il faut vraiment plus parler d'exigence que d'excellence aujourd'hui. Alors, je prendrais peut-être un chemin de traverse en vous remerciant, puisque tout à l'heure, vous n'arrêtez pas de dire que la RSS est formidable, que c'est lisible, etc. Depuis 2017, j'essaye de travailler sur ce terme d'art-essai, parce que quand on prend quelqu'un dans la rue et qu'on lui dit c'est quoi un film art-essai, au pire, il ne sait pas ce que c'est, et au mieux, pour lui, c'est un film polonais en noir et blanc, sous-titré, et avec... Il y a une évolution, mais quand même, il y a quelque chose qui reste dans la tête des gens un peu négatif sur ce terme-là, un peu poussiéreux. Voilà. Donc tout notre travail, nous, pour fêter nos 70 ans et depuis quelques années, c'est d'aller travailler sur cette thématique-là de l'art-essai et de le rendre moderne, de lui rendre aussi ses valeurs de proximité, de convivialité, de découverte, d'exigence, de regard sur les autres, de regard sur le monde, etc. Et qui, moi, je pense, sont des valeurs très modernes, et notamment sur notre public 15-25. Je pense que c'est des choses sur lesquelles une partie des jeunes vont se reconnaître très facilement. Et pour ça, on va très loin. On va vers des youtubeurs, youtubeuses, et on leur dit faites-nous des sujets sur l'art et essai. On va faire un gros partenariat avec Allociné, qui est la plus grosse plateforme
d'arrivée d'informations sur le cinéma et on va leur dire créer une rubrique spéciale indé arrêt essai. Bon. Tout ça coûte beaucoup d'argent, je vous le dis, mais coûte aussi beaucoup de travail. Et j'espère qu'au final, cette notion d'arrêt-essai, comme vous l'avez dit, elle sera plus moderne, moins poussiéreuse, etc. Si j'ai un conseil, prenez un autre terme qui partirait de quelque chose de beaucoup plus neutre. Nous, on va continuer à travailler sur le nôtre parce que ça fait partie de notre histoire. Mais c'est vrai que cette histoire-là, à chaque fois, il faut la polir un peu plus pour qu'elle retrouve son éclat. Margot, tu... Non. Comment ? C'est ça, exactement. Il y aurait encore plein de fils à tirer, puis plus on parle, plus on ouvre des portes. Mais je veux bien vous proposer à toutes et tous qui êtes dans la salle d'ouvrir une séance de questions, si vous le souhaitez. Oui, je vais arriver avec un micro. Merci, bonjour. Erwan Vernet, délégué général de Grand Format, la Fédération des grands ensembles et collectifs de jazz et de musique improvisée. Ce sera moins une question qu'une remarque sur ce que j'ai entendu. Déjà, merci pour cette table ronde qui était très intéressante parce que aussi, je pense que vous avez posé les bonnes questions au sujet de ce concept, de cette notion d'arrêt d'essai. Tout d'abord, je voulais compléter un peu ce que disait tout à l'heure Margot, qui disait que c'était une initiative essentiellement de l'AFEVIS en lien avec les chantiers qui sont au CNM, etc. C'est une initiative, je ne crois pas me tromper en disant qu'elle est née d'une discussion véritablement entre l'AFEVIS et Grand Format, en effet, à l'issue d'un rendez-vous qu'on a vu en commun au CNM. Et Grand Format la portera aussi, puisqu'on organise nous aussi une table ronde sur cette thématique de l'arrêt essai dans un mois, dans notre temps fort de la rentrée Grand Format. Voilà. Et donc on posera aussi ces questions. Et quant à ce que disait monsieur le président de l'AFCAE, dont je n'ai pas retenu le nom, j'en suis désolé, qui nous conseillait de ne pas reprendre ce terme, parce qu'en effet, j'imagine que pour vous, il y a un véritable combat à faire pour moderniser le terme et pour peut-être essayer sinon d'en faire évoluer l'imaginaire, en tout cas de réhabiliter cet imaginaire. Nous, si on est allé le chercher, c'est parce qu'aussi on a d'autres termes, d'autres classifications qui sont informelles mais qu'on utilise déjà. Vous avez parlé beaucoup de patrimoine et création, c'est quelque chose qu'on utilise. Ce pourquoi on a voulu utiliser et peut-être habiliter cet outil théorique pour le secteur des musiques, c'est justement pour une partie de l'imaginaire que charrient ses origines. Et notamment, il me semble que l'arrêt-essai, c'est quelque chose, c'est une notion qui a été créée concomitamment, plus ou moins, de la politique des auteurs, qui a été inventée par notamment les collaborateurs des cahiers du cinéma à l'époque, et qui a entraîné une forme de révolution, ou tout au moins de renouveau d'une approche d'abord critique, et ensuite plus ou moins parallèlement créatrice aussi. Et c'est ça qu'on va aller chercher aussi, cette idée que, puisqu'elle a été aussi assez largement reprise, il me semble, par les critères de classification arrêt-essai du CNC, cette idée que les critères institutionnels d'un juste accompagnement, d'un accompagnement pertinent, d'une forme de création artistique, quel qu'en soit le secteur, qui soit d'arrêt d'essai, elles se fondent aussi sur une approche critique, sur une approche qui fait entrer en jeu éventuellement de la subjectivité, une subjectivité éclairée, j'espère, comme c'est le cas chez vos commissions d'experts, je suppose, mais pas seulement sur des faits qui soient d'ordre économique, comme ça existe déjà, et on verra à quoi je fais référence. Donc voilà, en tout cas, cette idée qu'il y a une approche critique à aller chercher aussi, et que les œuvres doivent être jugées, et pas seulement des dossiers, pas seulement des objectivations un peu abstraites. Voilà, et encore merci pour cette table ronde où vous avez évoqué non seulement cette approche critique, et puis tout ce qu'elle induit. Bonjour, je suis Pascal Bertin, je dirige le Festival Baroque de Pontoise et le département de musique ancienne au Conservatoire de Paris en face. Vous luttez un peu contre l'image
du label Art et Essai. Vous dites que les SMAC, c'est une appellation qui parle à personne. En fait, la question que je me pose, mais c'est finalement, est-ce que c'est vraiment important d'identifier les labels et de ne pas les considérer simplement comme des aides ou en moyens à la création ou en industrie, sur des lieux, etc. Et qu'en fait, est-ce que c'est si important de savoir où on va, en fait? Alors moi, je lutte pas contre, hein. Je lutte pour, mais je lutte pour le réhabiliter. Et je crois que oui, c'est important. Parce que quelqu'un qui vient dans ma salle à Créteil, il vient dans un lieu qui est un lieu particulier. Il va y vivre une expérience particulière, peut-être pour voir le même film qu'il aurait vu à l'UGC qui est à 500 mètres de ma salle, mais pas dans les mêmes conditions. Et j'aimerais qu'il puisse se dire « Ah, l'art à essai, c'est ça ». Et donc, c'est quelque chose de positif pour lui, j'espère. C'est quelque chose qu'on a vécu avec lui, en lui proposant une autre façon de voir le film. Et puis, j'ai aussi besoin de cette force pour qu'elle soit collective. Parce que derrière, j'ai 1300 salles, et que ces 1300 salles qui font le maillage territorial, dont tout le monde s'enorgueillit, y compris la ministre quand elle a besoin de le dire, eh ben, des fois, ils sont bien seuls sur leur territoire, à se battre tout seuls face à un maire qui ne veut plus soutenir la salle, face à un distributeur qui ne veut pas donner le film dans la ruralité parce qu'il va y avoir 3 séances et que ça ne l'intéresse pas. Et donc, au-delà de la question de la recommandation du label, c'est de se dire, on fait partie d'un collectif, on est nombreux face à la concurrence, on n'est pas tout seul, et en plus, on peut porter une cinéphilie joyeuse, festive et ouverte. Et c'est ça que je voudrais passer à travers cette idée nouvelle de l'art et essai. Et si on me devait changer, si j'avais la possibilité de changer, je ferais art et création, je pense, aujourd'hui. La question de l'essai, des fois on peut se planter, me disent les spectateurs. Ah bah ouais, d'accord, ok. Au moins dans la création, on crée quoi. Donc j'en ai besoin pour que derrière mon mouvement et ce que je représente, eh ben ça entraîne aussi, quoi. Oui. Bonjour, je m'appelle Bastien David, je suis compositeur. Et je trouve que c'est quelque chose d'extrêmement difficile de nommer justement une chose qui soit aussi générale et qui englobe tant de personnes, tant d'heures de travail, tant d'énergie. Donc moi je suis compositeur, j'écris de la musique qu'on aurait appelée musique contemporaine. Ça c'est avant même d'écrire de la musique, c'est le bagage que j'ai récupéré de mes ancêtres, on va dire. Et cet arbre planté au XXe siècle nous a donné les fruits de salles qui se sont vidées. Et voilà, et c'est réjouissant aujourd'hui de mettre mon énergie au fait de rassembler de nouveau et créer du lien. Tout ça pour dire que nommer, c'est difficile, que c'est quelque chose qui peut engendrer beaucoup de choses derrière, avec la musique contemporaine, avec la musique savante. Et je crois que c'est une tâche compliquée, difficile, qui est probablement passionnante, mais qui doit se faire de manière collective et extrêmement réfléchie au vu des impacts que ça a dans le temps, et pas dans l'année à venir, mais dans les années futures, comme vous le vivez aujourd'hui avec cette dénomination art et essai, qui est magnifique, mais qui pose des questions aussi. L'art, qu'est-ce que c'est? L'essai, qu'est-ce que c'est? Voilà, je pense que c'est vraiment une problématique complexe qui doit être partagée et pas décidée par un tout petit monde. Voilà. Bonjour, alors moi j'ai une question sur le financement. Je ne suis pas sûre d'avoir tout compris, mais c'est 19 millions en fait, donc j'imagine qu'ils viennent de la taxe du CNC. Et est-ce qu'on sait le pourcentage en fait que ça représente par rapport à cette taxe au global, juste pour pareil avoir des repères Ça ne représente pas grand-chose. Par contre, ce que je peux vous dire, puisqu'on est dans un grand établissement public ici, c'est que la Cinémathèque française reçoit tous les ans 18 millions. Un établissement public reçoit 18 millions, 1300 salles à essai partout en France reçoivent 19 millions.
suis intéressé d'ailleurs sur la question des commissions, des experts. La manière dont vous en avez parlé, j'ai le sentiment qu'en fait, les experts prennent une décision avec un produit fini, puisqu'ils vont voir 52 x 8 films. D'accord. Parce que c'est extrêmement différent. Alors, il se trouve que je suis assez nouvellement et avec beaucoup de questions experts musique à la DRAC, dont le fonctionnement est, on va dire que oui, c'est assez surprenant pour moi. Mais nous, évidemment, sur de l'aide au projet, on travaille sur des projets non existants et parfois à peine pensés, en fait. Donc, Alors, là, Guillaume a parlé de la recommandation des films. Moi, tout à l'heure, j'ai parlé des aides sélectives données par le CNC dès le début des projets. C'est-à-dire, l'aide au développement, elle existe aussi au CNC pour tous les projets. Hein. Vous faites une œuvre immersive aujourd'hui et technologique, vous allez déposer une aide au projet, qui est donc une aide qui est soumise à une commission qui va donc évaluer sur un dossier écrit, comme ça se fait en DRAC. C'est exactement la même chose. L'avance sur recette, dont je parlais tout à l'heure, c'est sur un scénario. Hein, c'est la lecture d'un texte. Vous imaginez l'écart entre le scénario et le film réalisé. Donc, bien évidemment, en fonction du stade de la création auquel on soumet en fait notre dossier, les experts ont plus ou moins d'éléments pour pouvoir juger. Et moi, je suis expert dans plein de commissions diverses et variées, et on sait bien combien c'est compliqué de juger sur des éléments qui sont partiels avec notre propre subjectivité. Donc, en effet, je dirais que c'est un peu le jeu. Donc, il faut savoir bien jouer. Mais je voulais revenir sur l'idée d'identifier ce qu'on fait. C'est très important d'identifier ce qu'on fait, de défendre ce qu'on fait. Et je peux vous dire que, vu le contexte politique aujourd'hui, il faut défendre les projets. Donc, il faut les nommer. C'est très important de nommer. Il faut se retrouver, évidemment. Mais nommer et affirmer haut et fort un projet artistique et culturel ambitieux, si, il faut le faire bien. Alors, j'ai peut-être pas été clair, je parlais du point de vue du public. C'était vraiment ici. Moi, je voulais juste revenir du coup sur les deux questions qui ont été posées juste avant toi, Pascal. Sur les questions des budgets, du coup, ça a fait écho pour moi, effectivement, au parallèle entre opéras nationaux et ensembles indépendants. Enfin, opéra et scène nationale et ensemble indépendants, où je pense que les proportions sont même pas aussi... c'est sûr, ne sont pas aussi égales. Et ensuite, sur la question de la labellisation, et donc en écho, il faut parfois se donner autour de valeurs communes, et pas forcément pour une homogénéité des créations, loin de là, mais autour de valeurs communes, un nom pour faire collectif et se donner du courage aussi. Ouais. Je ne m'opposais pas du tout au fait de nommer. Hein. J'ai senti que vous aviez compris ça. Mais pas du tout. Je pense que c'est très important. Je parle juste de cette difficulté qu'elle est dans le temps. Et que, étant donné que ça regroupe énormément de choses, et que nous-mêmes, en étant étudiants au Conservatoire de Paris, quand on faisait de la musique contemporaine, on se posait ces questions. Puis ensuite, comment nommer sa propre musique, voir la musique de son voisin qui n'a rien à voir et se retrouver dans ce gros paquet de musique contemporaine qui vide les salles, c'est terrible. Donc le projet est passionnant, mais il y a à mon sens, il y a une méthode presque à composer pour arriver à quelque chose d'intéressant et juste. C'est ça que je veux dire. Je m'oppose en rien à la démarche. C'est moi qui ai le micro, pardon. J'ai court-circuité quelqu'un, excuse-moi Frédéric. Marc Lemut, Bureau hors note. Oui, je pense que la question des valeurs que Catherine vient de porter haut et la réponse de l'expérience que M. Bachy a répondu aussi par rapport... Parce que des concerts de musique dite actuelle, il y en a dans les SMAC, mais il y en a aussi dans les scènes nationales, mais ce n'est pas la même expérience de spectateur. Et c'est ça qui est important à valoriser, donc, parce qu'il y a des valeurs qui sont derrière. J'ai beaucoup entendu au début des interventions qu'il fallait être... Monsieur Bachy a parlé d'être en opposition au marché. Catherine a parlé d'être en complémentarité du marché. Je pense qu'on a une grande question, et c'est sûrement pas maintenant à l'heure qu'il est de pouvoir l'aborder, mais si il y a un troisième volet de cette
thématique art et essai, je crois qu'il faut qu'on creuse cette question du marché, parce que c'est un endroit de distinction des valeurs dont je parlais à l'instant. Et donc une dernière question, puisqu'il faut qu'on rende la salle. Si, allez-y. Non, c'était plus une réflexion. Je me disais qu'en fait, la question a été posée de se demander, mais de bien identifier qu'est-ce qu'on fait en fait. Qu'est-ce qu'on fait, que c'était important de se demander qu'est-ce qu'on fait, dans quoi est-ce qu'on baigne en fait. Et nous en musique, on baigne dans l'écoute. Et c'est pas le même regard, j'ai envie de dire. Et donc c'est pas les mêmes valeurs. Enfin, c'est les mêmes valeurs, mais qu'il faudrait arriver à repositionner un tout petit peu. Et j'ai l'impression qu'aussi on pourrait chercher de ce côté-là s'il y avait un troisième, un quatrième volet de réflexion. La dernière. Puisque c'est la dernière, une petite remarque et une question. Donc, je suis Clément Auvergne, administrateur à GRAM, qui est un centre national de création musicale à Lyon. Ma première réflexion, c'était sur la difficulté de filer la métaphore entre les équipements, scène nationale, en opéra, etc., pour la musique, et les cinémas, puisque selon l'esthétique qu'on défend, les ensembles, les technologies, etc., c'est pas les mêmes plateaux, c'est vraiment très très difficile à transposer. La deuxième chose, c'était plutôt sur continuer à filer la comparaison avec le financement du CNC et de l'art et essai. On a mentionné la taxe sur la billetterie, mais après un rapide coup d'œil sur Internet, je crois que ça représente moins de 18% des recettes du CNC, 70% viennent de la télé. Le budget est au-dessus de 750 millions d'euros, ce qui veut dire que le financement art et essai, c'est 19 millions d'euros, ce qui est finalement assez peu. Et nous, pour la métaphore du CNM, qui est censé être le centre de toutes les musiques, est-ce qu'aujourd'hui, pour vous, le CNC est le centre de tous les cinémas ? Oui, mais si on file la métaphore, grâce au CNC, Maître Gims permet à un film label Recherche et Découverte d'exister. Je vous le souhaite. Je vous souhaite, comme nous, on se souhaite beaucoup d'entrées pour les films américains dans les années à venir. D'une, parce que comme ça, on est peinard, on peut montrer nos films sans qu'ils viennent nous les piquer, mais qu'en plus, tout l'argent qui va être ponctionné sur le cinéma américain ou sur le cinéma le plus mainstream, blockbuster, il va servir à abonder ces 20% du budget du CNC. Et ça, je pense que c'est là-dessus que nous, on s'est construit. C'est pour ça qu'on ne peut pas souhaiter du mal aux autres. On souhaite que du bien. Justement, à rajouter cette spécificité quand même, qui est ce fameux fonds de soutien qui est d'une intelligence quand même incroyable, auquel tout le monde contribue. Bien sûr, les télés contribuent, mais les opérateurs de téléphonie mobile contribuent, les plateformes de streaming contribuent, tout le monde contribue pour, in fine, l'exigence qualitative dont on parlait au départ. Parce qu'en effet, les films américains qui ont beaucoup d'entrées, la TSA, elle reste chez nous, hein, donc ils nous en veulent quand même aussi un peu. Et c'est ça aussi qui donne la bonne santé du cinéma français. Voilà. Donc c'est vraiment l'intelligence, l'articulation entre les différentes filières. La TSA, calculée, c'est 11% de 100 millions d'entrées. Combien on a fait l'an dernier ? À peu près. Donc le prix moyen aujourd'hui, je crois que c'est plutôt 9 € qu'autre chose. Bon, en fait, combien ? 7,60. Bon, ok. Faites le calcul. Vous voyez ce que c'est que cette magnifique enveloppe qui s'appelle le fonds de soutien. Merci à toutes et à tous. Voilà, donc nous voyons que c'est une thématique qui donne envie d'en reparler et de continuer de l'approfondir. Donc je souhaite que le prochain débat à Nantes puisse poursuivre ces interrogations. Au revoir.